Tout le plaisir est pour moi de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre cette émission Salon d'élite. Messieurs et dames, bonsoir, bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission. Alors, je reçois pour vous Maître Gérens Mukindi Kapongo. Avec lui, nous allons aborder une thématique très capitale liée à la Constitution. Prenez vos stylos, bloc-notes, parce que vous allez noter. Une émission Salon d'élite, c'est une émission pédagogique d'enseignement. Peut-être vous êtes ignorant dans un domaine bien déterminé, mais aujourd'hui, nous vous donnons l'occasion, à travers cette émission Salon d'élite, de partager ensemble avec vous, depuis la maison où vous êtes, là où vous nous suivez, et sur les réseaux sociaux, Élite Congolaise Télévision. Merci de nous faire confiance, merci de nous suivre de partout. Alors, Maître Gérens, bonjour. Bonjour, Monsieur Fiston Monangani. Je vous remercie de m'avoir invité pour parler d'une question très délicate en rapport avec la Constitution. Et déjà, à partir de cette annonce, je me sens obligé de rendre hommage aux constitutionnalistes congolais tels que les professeurs Jacques Njoli et Sengekeli, les professeurs Mbata, les professeurs Évariste Bouchab et tant d'autres. Je les rends hommage parce que cette question de la Constitution, beaucoup de gens en parlent sans pour autant en avoir une certaine maîtrise, une certaine compréhension. C'est une matière qui est tellement vaste à aborder, mais nous allons quand même dire l'essentiel pour permettre à nos populations de comprendre quand même ce qui est important pour elles. Alors, ceux qui vont nous suivre à travers les réseaux sociaux, vous leur dire quoi par rapport à je les salue d'abord, je salue tous nos téléspectateurs de nous suivre, de faire confiance à cette émission Salon d'élite. Nous leur demandons de rester branchés sur cette chaîne Élite TV parce que à travers cette chaîne, spécialement dans cette émission Salon d'élite, vous allez apprendre beaucoup de choses que vous ignorez, que vous soyez intellectuel, que vous soyez diplômé d'État, soyez scotché parce que vous allez voir des spécialistes passer et parler de choses que vous ignorez. C'est ainsi qu'aujourd'hui, par exemple, nous parlerons de la Constitution. Vous serez éclairé sur un certain nombre de choses concernant cette question. Maître Gérens Mukindi, première question. Notion de la Constitution sur le plan général. Quand on parle de la Constitution d'emblée, moi je pense à un mouvement qui est né disons, au XVIIIe siècle. Ces mouvements avaient comme chef de file John Locke et Montesquieu. Et ces mouvements, on l'appelait le constitutionnalisme. Ces mouvements avaient pour objectif de mettre fin à l'absolutisme royal. Parce que avant ce siècle, les États étaient dirigés d'une manière monarchique. Il n'y avait pas de règles pour organiser la société. C'est comme ça que ce mouvement de constitutionnalistes ou de constitutionnalisme est venu avec l'établissement des règles qui limitaient le pouvoir, qui organisaient le pouvoir, qui prévoyaient en même temps les droits et libertés des citoyens. Et ce mouvement va connaître son couronnement avec la Révolution française et l'article 16 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et des citoyens qui va affirmer que toute société dans laquelle la garantie des droits de l'homme n'est pas assurée et la séparation de pouvoir n'a pas une constitution. Donc voilà un peu l'évolution de ces mouvements du constitutionnalisme qui a mené jusqu'à la première constitution que les États-Unis en 1789, les États-Unis ont obtenu leur première constitution et voilà un peu. Et nous, la RDC, nous avons notre constitution. Oui. Alors, l'aperçu historique de la constitution de la République démocratique du Congo. Avant d'aborder
cette question, je préfère d'abord donner une explication sommaire concernant la Constitution. Quand nous fûmes à l'université, parce que nous avons été enseignés par le professeur Jacques Njoli en droit constitutionnel, vous savez comment il a introduit cette matière. Il nous a rappelé la chanson du célèbre chanteur Fally Ipupa qui disait « Bolingo ekomiko tepa tepa lokola mboka ezangi constitution ». Ça veut dire que la constitution, lorsqu'elle est absente dans une société, cette société va tanguer. Cette société ne sera pas stable. Il y aura l'anarchie. Voyez-vous? Donc, sur base de cet exemple, la Constitution est considérée comme le socle, la base même sur laquelle se repose le pouvoir de la société. De manière plus claire, la Constitution peut être définie de trois manières, au sens matériel, au sens formel et au sens substantiel. Au sens matériel, la Constitution doit être comprise comme l'ensemble des règles qui organisent les pouvoirs d'un État et qui prévoient la garantie des droits et libertés des citoyens. Donc, ça c'est l'essence matérielle de la Constitution. Et dans ce sens-là, nous pouvons dire que tous les États du monde ont une Constitution. Parce que dans tous les États du monde, il y a au moins des règles qui limitent l'organisation et le fonctionnement du pouvoir et qui organisent les droits et libertés des citoyens. Maintenant, au sens formel, ici on ne fait pas allusion au contenu, mais on fait plutôt allusion au contenant. Ça veut dire la Constitution, sa procédure d'élaboration. De la procédure de l'élaboration de la Constitution est très différente des autres normes juridiques nationales, comme les lois organiques, les lois ordinaires. Leurs procédures d'élaboration sont très différentes de celles de la Constitution. Voyez-vous, par exemple, pour qu'une Constitution soit élaborée, vous avez besoin d'une assemblée constituante, qu'on appelle les pouvoirs constituants originaires. Ces pouvoirs-là, cette assemblée doit émaner du peuple, doit être élue par le peuple. Vous comprenez? Et c'est cette assemblée qui va rédiger la Constitution ou le projet de Constitution qui sera soumis à l'approbation populaire par la voie du référendum. Voyez-vous? Donc c'est un texte qui n'est pas adopté de la même manière que les autres textes, tels que les lois organiques et les lois ordinaires qui ne sont votées qu'au niveau du Parlement, et ça se limite là. Mais avec la Constitution, pour son adoption, il faut passer par l'approbation populaire par voie du référendum. Et en ce qui concerne le sens substantiel de la Constitution ici, il faut la percevoir comme l'expression de la volonté populaire, l'expression de la philosophie de la population, du peuple. Ça veut dire, ici, on ne fait pas seulement allusion aux règles, mais on fait plutôt allusion à l'âme du peuple, à l'âme de l'État. Que veut le peuple? Comment le peuple veut que sa société soit organisée? Comment le peuple veut que les pouvoirs soient obtenus, soient exercés et soient dévolus? Comment le peuple veut que les droits de l'homme soient organisés? Les manifestations publiques, les libertés publiques. Ça veut dire, c'est en quelque sorte la volonté de la population concernant son organisation. Vous voyez, donc la population s'exprime. La population présente sa pensée par rapport à la manière dont sa société doit être organisée. Donc voilà un peu les trois sens
que les grands auteurs ont développé la définition de la Constitution. Et à travers le monde entier, il existe au moins deux sortes de constitutions. Nous avons des constitutions écrites et des constitutions non écrites. Ça veut dire les constitutions écrites sont des constitutions justement qui sont contenues dans un document qui est palpable. Les règles sont contenues dans ces documents. Il y a une procédure de l'élaboration qui est observée pour la mise en place de cette constitution. Par exemple, dans notre pays, nous avons une constitution écrite. Okay. Alors que sous d'autres cieux, les constitutions sont coutumières, elles sont non écrites. Je vais donner l'exemple de l'Angleterre. L'Angleterre n'a pas une constitution écrite. Ça veut dire l'ensemble des usages, des pratiques acceptées et adoptées par le peuple et qui se sont pérennisées dans le temps, qui sont acceptées par toute la société. Donc cet ensemble-là des usages et des pratiques constitue leur constitution. Okay. Voici un peu en quelques mots ce que je peux vous dire par rapport à la notion de la constitution. Pour la meilleure compréhension, Maître Giresse, pouvez-vous nous définir c'est quoi la constitution? La constitution, je viens justement de la définir au sens matériel, au sens formel et au sens substantiel. Okay. Et dans la plupart des constitutions, vous allez constater que presque tous ces critères se retrouvent. Ça veut dire, vous avez la constitution au sens matériel qui est l'ensemble des règles qui organisent le pouvoir. Ça veut dire l'ensemble des règles qui organisent l'accession au pouvoir, comment accéder au pouvoir, comment exercer le pouvoir et comment laisser le pouvoir. Voyez-vous, ça c'est d'une part, et d'autre part, des règles qui prévoient la garantie des libertés publiques, des droits des citoyens. Ça c'est au sens matériel, mais au sens formel, donc je me répète parce que je venais déjà de le dire, au sens formel, la procédure de l'élaboration de la Constitution est différente des autres normes sociales comme les lois organiques et les lois ordinaires. Il y a un auteur, Hans Kelsen, dans son schéma pyramidal de l'organisation des normes juridiques d'un État, il place la Constitution au sommet. Ça veut dire au sommet de son schéma-là, il y a la Constitution. Ce qui donne une certaine suprématie à la Constitution vis-à-vis des autres normes juridiques. Ça veut dire toutes les normes juridiques qui pourront être votées, être élaborées, doivent être conformes à la Constitution. Et cela me renvoie directement à la notion du contrôle des constitutionnalités qui est exercé par la Cour constitutionnelle lorsque les lois organiques doivent être adoptées. Pour qu'une loi organique soit promulguée, elle doit d'abord passer par la Cour constitutionnelle pour que celle-ci puisse vérifier sa conformité à la Constitution. Donc là, nous sommes au niveau de la définition de la Constitution sur le plan formel. La procédure de son élaboration. Une procédure spéciale, une procédure privilégiée, une procédure protégée qui met la population vraiment en première position, qui fait participer la population en aval et en amont. Okay. Voilà. Et au niveau substantiel, selon les critères substantiels de la Constitution, ici j'ai fait allusion à la philosophie sociale, à la pensée du peuple. La Constitution, c'est l'expression de la population. La Constitution, c'est l'idée du droit des citoyens. Ce que je pense pour ma société, ce que je veux que ma société puisse être. Voyez-vous? Donc, c'est sur base de ces trois éléments-là que vous avez la définition de la Constitution. Par rapport à l'élaboration, est-ce qu'il y a des étapes à suivre pour élaborer une Constitution? Effectivement. Quelles sont ces étapes? Effectivement, il y a des étapes. La première étape, comme je vous l'ai déjà tantôt dit ici,
il faut d'abord la mise en place d'une assemblée constituante. Okay. L'assemblée constituante qui aura pour mission justement d'élaborer les projets de constitution qui devra être soumis à l'approbation populaire par voie de référendum. Vous comprenez? Ça veut dire une structure qui doit être mise en place. Par exemple, pour notre pays, c'est généralement le Parlement. Le Parlement, si jamais l'idée de changer la Constitution pouvait se présenter, c'est le Parlement qui sera cette assemblée constituante qui va élaborer les projets de constitution, sur base de consultations qui seront faites à plusieurs niveaux. Donc la société civile sera consultée, la classe politique sera consultée et ça veut dire cette assemblée constituante va tenir compte des valeurs sociales, va tenir compte des besoins de la population et d'une certaine manière, la population est directement associée à l'élaboration de ces projets-là. Pourquoi? Parce que cette assemblée constituante a été élue par la population. Et une fois que cette assemblée constituante élabore cette constitution sera le chef de l'État. Par rapport à notre pays, le chef de l'État va convoquer les référendums populaires pour que les peuples puissent aller au vote et voter, n'est-ce pas, cette constitution. Donc voici un peu la procédure. Ça prend combien de temps pour élaborer une constitution? Le temps, sur les plans de principe, les temps normalement n'existent pas lorsqu'il faut élaborer une constitution. D'ailleurs, les grands auteurs ont démontré que lorsque les pouvoirs constituants originaires se met à élaborer la constitution qui doit être soumise à l'approbation populaire, ce pouvoir constituant originaire n'a pas de limite. N'a pas de limite parce qu'on suppose que c'est ce pouvoir-là qui veut créer les règles, la norme principale. Vous comprenez? Ça veut dire qu'on est en face d'un vide constitutionnel. Parce que quand on veut élaborer une constitution, donc si l'ancienne constitution existait, d'office, elle n'est plus là. Donc les règles qui étaient dans l'ancienne constitution ne seront pas prises en compte. Donc il n'y a pas de délai, il n'y a pas de limite. Ça c'est sur le plan de principe. Il n'y a pas de délai, il n'y a pas de principe. Les pouvoirs constituants originaires élaborent. Ça peut prendre tout le temps que ça pourra prendre, mais le plus important, c'est que lorsque ce texte sera élaboré, il devra finalement être soumis à l'approbation populaire par voie de référendum. Est-ce que la Constitution du 18 février 2006 avait-elle suivi la procédure? La Constitution du 18 février 2006 n'avait pas suivi cette procédure parce que l'Assemblée constituante de cette époque-là n'avait pas été élue. C'est-à-dire? À l'époque, après le dialogue de Sun City, nous avions une assemblée, disons un parlement qui était ce qu'on appelait les parlements de la transition. Ce parlement avait réussi cette mission-là. Donc le Sénat, la constitution de la transition du 4 avril 2003, prévoyait que le Sénat, qui n'était pas élu par le peuple, devait élaborer l'avant-projet de la Constitution et soumettre cet avant-projet au niveau de l'Assemblée nationale, dont les membres aussi n'étaient pas élus. Voyez-vous? Et l'Assemblée nationale devait aussi approuver, n'est-ce pas, faire ses analyses, faire son étude, pour que ce texte passe finalement au référendum populaire. Donc, par là, je vais dire que la population n'était pas associée
à l'élaboration de la Constitution du 18 février 2006. Déjà ici, il faut rappeler que à cette époque-là, nous étions dans un contexte de méfiance totale. Ça veut dire les forces politiques, la société civile, il y avait un sentiment de méfiance. Il n'y avait pas de confiance. Voyez-vous, les peuples n'étaient pas associés. Les peuples étaient exclus de la procédure parce que ceux qui étaient les membres qui animaient le Parlement n'étaient pas élus par le peuple congolais. Mais finalement, le peuple sera associé au moment du référendum. Donc, je peux par là dire que la Constitution du 18 février 2006 ne bénéficie pas de la démocratie à 100%. Parce que pour qu'une Constitution soit vraiment démocratique, le peuple doit être associé à son élaboration en aval et en amont. Donc, voici. Alors, que dites-vous par rapport au changement de la Constitution? Vous êtes juriste, analyste. Est-ce que vous avez quand même votre point de vue? Oui. D'abord, en ce qui concerne le changement de la Constitution, allons un peu sur le plan de principe, sur ce qui est prévu par la Constitution. Parce que la Constitution du 18 février 2006 n'a pas prévu le changement. La Constitution a plutôt prévu la révision. La révision constitutionnelle, c'est dans l'article 218 de la Constitution. Cet article dispose que la compétence de la révision constitutionnelle appartient concurremment 1. Au président de la République, 2. au gouvernement par le Conseil des ministres, après délibération au Conseil des ministres, à chacune des chambres du Parlement, par au moins la moitié de ses membres, ça veut dire la moitié des membres de l'Assemblée nationale ou la moitié des membres du Sénat, soit à 100 000 Congolais s'exprimant par voie de pétition. Toutes ces initiatives-là, si elles viennent du chef de l'État ou du gouvernement ou de l'une des chambres parlementaires ou des 100 000 Congolais, cette initiative peut être déposée devant soit l'Assemblée nationale, soit le Sénat. Maître Gérance, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Est-ce qu'il y a une question que je ne vous ai pas posée par rapport à la Constitution? Je dirais que la Constitution, c'est la loi fondamentale de l'État. La Constitution doit incarner les aspirations du peuple à partir de son élaboration. Cela veut dire que l'Assemblée constituante, qui aura pour mission d'élaborer la nouvelle Constitution, devra être représentée par des personnes élues par le peuple, par la population. Nous avons une Assemblée nationale qui est légitime. Les représentants du peuple sont là. Ceux qui représentent le peuple sont là et au Sénat et à l'Assemblée nationale. J'ai dit. Merci beaucoup, Maître Gérance Mukendi, d'être passé sur le plateau de l'émission Salon d'élite. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup à tous les abonnés de cette émission, de cette télévision. Nous sommes arrivés à la fin, vous avez compris, avec beaucoup d'attention par rapport à la Constitution, mais ce n'est pas fini. On aura encore le temps de parler d'autres choses par rapport toujours à la Constitution. C'est ça, Salon d'élite. Merci beaucoup de rester branché sur votre télévision, Élite Congolaise TV. Alors, si vous avez aimé cette émission, dites tout simplement merci aux techniciens, Giovanni Ilombe, ingénieur Axen. Merci beaucoup à tout le monde. Alors, quant à moi, on se fixe pour le prochain numéro. Et bye bye.